Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Mesdames et messieurs, ce soir en 60 minutes, nous vous offrons notre très charmant collègue Jean-Claude Pomerleau qui va discuter avec Céline de divers sujets. Donc, je laisse la parole à Céline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Claude Pomerleau. Hey, salut toi. Ça Merci fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis ce soir, tu nous parles d'un sujet en particulier qui est la crise au Bloc québécois. C'est un sujet important, il faut le vider. Alors, qu'est-ce que c'est le bug, Jean-Claude, au Bloc québécois? Bon, d'abord, j'aimerais pas rentrer dans la lutte des clans par rapport à ceux qui sont, disons, très pressés, très convaincus, puis d'autres de l'autre côté qui seraient bon pour la défense des intérêts du Québec, mais qui apparaîtraient, disons, moins convaincus, moins déterminés, etc. Personnellement, ce que je vois, c'est que ça, c'est un symptôme de l'évolution du mouvement souverainiste qui a de la difficulté à s'ajuster à la réalité de ce que cette lutte-là suppose. OK? Alors donc, les deux, pour moi, il y a un manque de niveau. Alors, je vais prendre le cas de Martine avec parce que elle est la chef, elle a une proposition, puis elle a une démarche qui est celle de dire en toutes circonstances, faut faire apparaître l'argumentaire indépendantiste lié à tous les dossiers qui peuvent venir dans l'actualité. Bon, OK, c'est ça. Alors donc, elle est en difficulté parce que résumer la démarche vers la souveraineté à faire simplement un argumentaire, ça suffit pas. Les gens, ils ont décroché de ça. Et puis donc, sa difficulté, c'est d'amener des propositions beaucoup plus claires, OK? Et donc, elle, son équipe, ils ont travaillé pendant 1 an. Il y a un petit groupe pour produire une réflexion de fond sur comment cadrer l'action politique du Bloc. C'est apparu dans le Devoir, ils ont fait un topo là-dessus. Donc, il y avait 4 personnes dans l'équipe, Monsieur Paquet, Gilbert, Denis Monnière, Pierre Dubuc de l'autre journal, puis le juriste André Binet qui est constitutionnaliste puis qui a produit des documents de référence qui sont sur autre journal, des petites plaquettes concernant le droit international en lien avec l'indépendance, les autochtones, etc. Alors donc, c'est un document d'une 60aine de pages, c'est sérieux, mais il y a un bug, OK? Il y a un bug parce que tout ça, toute la démarche souverainiste des gens qui sont très convaincus puis que ils veulent y aller le plus tôt possible, le plus franchement possible, etc. Tout ça repose sur le référendum, OK? La logique référendaire. La logique référendaire. Donc, tout le champ de l'action, Céline, quand tu es dans la logique référendaire, que le référendum suffit, et donc, c'est de convaincre des gens pour faire le nombre. Tu passes 50 plus 1, puis t'as un résultat qui fait que ça mène à l'indépendance, OK? C'est comme si l'adversaire en face de toi, il va jouer
le jeu démocratique, puis il va respecter le choix démocratique. OK? Alors ça, c'est un bug. C'est un bug. On va en parler tantôt. Mais donc, eux autres, dans ce document-là, ils ont travaillé à fond là-dessus, ils arrivent avec une proposition qui est le mode d'accès. OK? Le mode d'accès, la voie d'accès à l'indépendance, c'est naturellement un référendum, mais un référendum lié et sur une constitution. Une constitution qui serait produite par ce qu'on appelle une constitution initiale dans le document, qui sera produite par une constituante. OK? Alors, là, on double la difficulté. C'est-à-dire que déjà, l'indépendance, ton référendum gagnant mène pas nécessairement à l'indépendance. Ça, c'est une réalité, on va y revenir tantôt. Et là, en plus, t'as une constitution initiale qui résulte d'une constituante. Alors, comment ça fonctionne, ça? C'est que pour faire écrire cette constitution-là, après qu'un parti indépendantiste serait élu à Québec, là, le gouvernement désignerait ou il apparaîtrait par tirage au sort, je ne sais pas exactement, mais là, il y aurait des groupes de citoyens qui viendraient à une grande table de consultation pour écrire une constitution, l'argument étant que c'est la constitution du peuple, le peuple est souverain, puis il n'y a rien qui peut parer à ça, OK? C'est quoi la légitimité de ça? Et puis, naturellement, cette constitution-là sera en conflit de légitimité avec la constitution canadienne. Bon, le problème avec ça, la constituante élargie, c'est que pour qu'elle soit légitime, il faut que tu fasses participer ceux qui sont contre l'indépendance. OK? Donc, tu en as un bon nombre à ce moment-là, peut-être plus que 50%, qui vont venir tirer au flanc, saboter l'exercice, etc. De l'autre côté, t'as ceux qui sont pour, OK? Eux, ils se mettraient à se diviser. Pourquoi? Parce que dans cette constitution-là, ils amèneraient un programme politique plutôt qu'un plan pour préciser les principes de l'unité politique d'un État. OK? Ouais, on est là-dedans, là. T'sais, on est des provinciaux ici, là. Et on le voit même dans ce document-là de une soixantaine de pages. On mêle un peu les affaires d'État avec un programme social-démocrate progressiste, etc. On n'a rien contre, sauf que un programme politique puis une constitution, c'est deux choses distinctes. Alors donc, sur le programme politique, tu aurais des divisions à l'interne dans le mouvement souverainiste. OK? Et donc, au bout du parcours, le monde il serait indépendantiste, mais il voterait contre la constitution proposée. Et là, donc, tu doubles les difficultés, OK? Et en plus, la décision que tu vas prendre n'a aucune effectivité. Pourquoi? Et là, hey, parle-moi, parce qu'on a parlé tantôt du bug. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, as-tu une question à cette... Écoute, c'est quoi, là? C'est parce qu'en même temps, ça nous mène à se poser la question, moi, je vois un troisième bug, là, c'est l'autodétermination. On en fait quoi de ça? Ben, c'est pas. On a-tu le droit à ça? OK, voilà. OK, pourquoi que, présentement, le mouvement souverainiste est piégé? D'abord, toute la proposition du Bloc postule que le Canada est un État démocratique et qui va respecter la décision démocratique du Québec. L'histoire nous démontre que c'est une fiction. Et ça nous ramène ça, tu sais, juste pour terminer sa constituante, OK? Ça, c'est le programme de Québec solidaire, OK? Qui a été vendu au mouvement souverainiste via le Oui Québec, etc. Et puis donc, écoute, c'est de l'idéalisme, OK? Et là,
on est dans une vraie game. Alors, la vraie game, c'est quoi? C'est que Ottawa, c'est un pays, le Canada, OK, un pays membre du G7 ne veut pas se faire démanteler et qu'il va prendre et qu'il a pris tous les moyens, peu importe, OK, licite, illicite, jusqu'où que ça peut aller, très sérieux. Et donc, ils vont tous prendre les moyens pour que la décision démocratique n'ait pas de portée, qu'elle ne soit pas effective. Et ce qui nous démontre, ce qui fait la preuve de ça, la preuve de ça. Regarde, après, en 95, on nous a dit le référendum, s'il avait pas été volé, puis bon, etc. Non, le référendum en 95 n'allait pas produire un changement de statut de l'État de province à État souverain parce qu'il y avait un braquage antidémocratique d'Ottawa. Le plan est connu depuis parce que ça s'est révélé, entre autres, dans 2 livres. Un, c'est The Iron Man, écrit par Lawrence Martin, okay, dans lequel t'as les déclaration des gens qui occupaient des postes ministériels, OK? Alors, ils étaient dans la cuisine, dans le petit cercle, et eux, c'était clair, entre autres Herbs Gray, que la victoire du oui ne voulait pas rien dire par rapport à une indépendance du Québec, OK? C'est tout. Alors, de expliquer souvent ça, que le Canada n'est pas un État démocratique, puis qu'un 50+1, ça veut absolument rien dire pour c'est ça. Même là, 52, 55, là, ça aurait été la question qui était pas claire. Vas-y, OK? Mais, deuxième. Oui, c'est ça. Ça nous amène à se demander aussi, à être clair sur le fait que le droit à l'autodétermination, comme l'IRE est capable de nous le faire croire, qu'on a droit à ça, mais on n'a pas le droit à l'autodétermination. Puis ça, t'es capable de l'expliquer encore une fois. Ben oui, c'est ça. Juste pour terminer, le deuxième livre qui est plus récent, il date de 2017, OK? Celui de Bob Plamondon, s'appelle The Shawinigan Fox, OK? Le renard de Shawinigan. Et là-dedans, il dévoile le plan secret de Jean Chrétien dans le cas de victoire du oui. Alors, t'avais un référendum du fédéral qui était organisé sur le territoire du Québec dans les termes que aurait déterminé Ottawa, c'est-à-dire le 50+1, on oublie ça, puis la question, c'est bing, bang, bang, OK? Donc, et encore que le Québec aurait quand même gagné la victoire du oui, là, il y avait un référendum prévu pan-canadien pour savoir s'il allait accepter. OK? OK? Alors, regarde, on est à mort au bout de notre sang, là, tu sais, dans le parcours. Fait que, tu sais, comme tu dis, OK? Il y a une naïveté dans le mouvement souverainiste qui sont pas à niveau avec ce que suppose cette game-là. On parle... On sait pas qu'est-ce qui va leur faire comprendre. On sait pas qu'est-ce qui va leur faire comprendre la réalité. C'est un peu désespérant, là, tu sais. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, cette naïveté-là a là des conséquences graves. Tantôt, Jean-Marc, il me montrait un graphique, OK? C'était le déclin des francophones au Québec. Ça, là, c'est la démographie, puis ça pardonne pas, OK? Alors donc, c'est une ligne de flottaison, selon Fernand Braudel, OK? Celui du temps long, l'historien du temps long, on va y revenir, là, OK? Oui. C'est ça. Alors donc, tu vois que le déclin de l'appui à la souveraineté, c'est aussi le déclin du français au Québec, là, tu sais, c'est une ligne de flottaison, faut comprendre ça. Et là, si on sort pas de d'idéalisme-là, la démographie est en train de nous enterrer comme nation. Alors, on perd notre monde, ça, c'est garanti. Ben oui, ça, regarde, pourquoi? T'as un peuple qui a 400 ans d'histoire,
qui a un instinct, OK, puis qui sait d'instinct que les idéalistes qui mènent le projet souverainiste sont de plus en plus déconnectés avec la réalité, OK? Ouais, alors donc, puis c'est eux autres qui se battent pour de l'air. C'est ça. Et là, le problème qu'on a, c'est quand, tu sais, Jean-François Lisée, ce qu'il disait dans son livre en 95, tous les regrets, tous les chagrins, peu importe, il disait, il suffisait pas de gagner le référendum, il fallait gagner l'indépendance, OK? Et donc, rendre effective la décision gagnante. C'est ça. Ouais, oui. Exactement. Ouais. On a juste à penser à Catalogne, là, ou au Kurde dernièrement, OK? Ouais, puis regarde, dans l'histoire contemporaine, des référendums gagnants qui mènent nulle part, là, t'en as plus qu'une dizaine. OK? Oui, puis dernièrement, là, on en a eu, là, quelques-uns, là, absolument effarants. Puis les Kurdes, 98%. Ben ouais, c'est ça. Donc, tu vois que c'est des rapports de force qui font foi de tout, OK? Exactement. C'est ça. Alors donc, lui, Jean-François Lisée, 95, il dit, il fallait rendre la décision effective. Lui, il sait bien que le rapport de force du Québec, depuis, s'est affaibli. Y a-tu quelqu'un qui doute de ça, là? OK? Non. Et que donc, il faut rebâtir ce rapport de force-là. C'est ça. Donc, pour le rebâtir, tu t'écartes le référendum, puis tu prends le pouvoir, l'État du Québec, et c'est pour ça que t'as vu leur, on peut appeler ça un slogan là, au Conseil national, il y avait c'était un État fort pour la nation. Là, on revient. Quand t'écartes le référendum, là, tu reviens à la réalité. C'est l'État du Québec. Puis si on arrive à bâtir un rapport de force suffisant, on va avoir un changement de statut. Sinon, puis si on continue à abandonner notre État à des prédateurs puis des gens qui sont anti-nationales, qui conservent le pouvoir à Québec, on est fait parce que l'État du Québec, c'est ce qui nous porte comme nation. C'est alors donc, on est dans les affaires d'État. Et là, on est dans un recul grave. On n'a jamais été aussi en danger en tant que nation, même pas en 1760, OK? Parce qu'à ce moment-là, on avait la démographie pour nous, OK? Bon. Ouais. Alors donc, il faut se réveiller, là, parce qu'il reste quelques mois pour savoir l'enjeu, qui va contrôler notre État au profit de qui, OK? Alors donc, tu sais, faut sortir les libéraux, OK? Bon, c'est ça. Et prendre le contrôle de l'État et faire le redressement national, OK? Ce qui nous amène au bug, c'est-à-dire que présentement, OK, les gens, la lutte à faire n'est pas de faire des concours d'oratoire sur le grand soir puis le lendemain du grand soir. C'est ça fait longtemps que tu le dis, ça. Ben ouais, c'est ça. Oui. Et là, donc, ce qu'il y a à faire, c'est que dans la réalité, on n'a pas le droit à l'autodétermination. Il n'est pas effectif. On l'a exercé 2 fois, hein, en 80, en 95, et c'était une grande illusion. C'était comme un jeu de dupes parce que pile on perdait, face on gagnait pas. Tu sais, je veux dire, puis on sait, c'est grave. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait là? OK, là, le focus de la réflexion stratégique, le cadre stratégique du mouvement souverainiste devrait être de retourner à l'étape où on doit imposer, OK, la reconnaissance de notre droit à l'autodétermination. OK? Ça nous ramène dans l'histoire, un peu plus dans le temps long. OK? À quel moment la montée en puissance du Québec, pour dire, est arrivée à un point où le droit à l'autodétermination apparaît. Que l'autodétermination, tu dis qu'on y est arrivé 2 fois. On l'a exercé 2 fois, mais c'était une illusion politique grave. On aurait pu éviter ça si
dans les années, le premier mandat du Parti québécois, où il s'était enfermé dans la logique référendaire avec la promesse de tenir un référendum dans le premier mandat, sinon t'es pas souverainiste. OK? On comprend? OK? Alors donc, il s'est enfermé là-dedans. Mais, tu sais, une prudence élémentaire pour quelqu'un qui va parier le destin d'une nation sur une proposition politique, cette prudence-là, ça aurait dû être que Ottawa nous dit, ouais, le référendum, oui, on va jouer dans la partie. Mais là, si tu veux jouer dans la partie, tu peux-tu signer le livre des règlements? Puis là, le mouvement souverainiste, plutôt que de croire naïvement que le Canada est un État démocratique, aurait dû demander prudence élémentaire au nom de l'intérêt supérieur de la nation, une reconnaissance d'Ottawa à l'effet que, oui, si vous gagnez 50 plus 1, une entente du type qui a été signée par l'Écosse et Londres, OK? L'entente d'Édimbourg. À ce moment-là, si l'évêque, il était dans une situation où ce que Trudeau, il aurait dit, gars, tamponne-toi le coquillard avec ton papier, on signera jamais ça. Il avait l'occasion de sortir du piège dans lequel il s'était lui-même enfermé, avec les conséquences graves qui s'en est suivies, parce qu'en perdant le référendum de 80, c'est immédiatement la Constitution de 82 qui arrive, OK? Alors tu sais, c'est la Constitution de 82, c'est la doctrine d'État du Canada devient le multiculturalisme. Et qu'est-ce que c'est? C'est la négation de l'existence de la nation et de l'État du Québec. C'est ça que c'est, la Constitution de 82. C'est extrêmement grave et avec le temps, on en voit les conséquences. Là, on est dans le délire complet du multiculturalisme actuellement. Et puis avec le temps, ils ont réussi à influencer l'opinion publique où ce que le monde commence à adhérer. Tu sais, je veux dire, ils participent. Oui. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Ils prennent ça comme ça là maintenant là, c'est qu'est-ce qu'il faut. C'est qu'est-ce qu'il faut. C'est qu'est-ce que ça nous prend. Ça nous prend de vivre ensemble puis la diversité. Ben oui, c'est ça. Genre, à l'infini. Tu comprends? Jusqu'à la dissolution complète de la nation. D'ailleurs, t'as un parti souverainiste qui joue le jeu, là, le QS, puis pour eux autres, là, c'est la détestation de la nation dont ils voudraient qu'elle soit souveraine. OK? Grosso modo, c'est ça. Tu comprends? C'est des alliés, sont toutes dans la proposition globaliste, le démantèlement des États, la dissolution des nations. OK, bon, c'est ça. Alors donc, on va revenir à une époque où l'intelligence politique était pas mal plus présente qu'aujourd'hui. On peut revenir jusqu'à Lionel Groulx. Lionel Groulx qui est le père de la doctrine d'État du Québec. Lionel Groulx qui a amené les propositions de base pour une montée en puissance du Québec, mettre chez nous, et puis disons la formation des élites économiques pour arriver à une stratégie de reprise du contrôle de notre économie et entre autres avec la nationalisation de l'Hydro-Québec, etc. Lionel Groulx, il y avait les fondements, ils ont été repris par Maurice Duplessis, qui lui a arrivé avec sa première étape qui était l'autonomie, OK, à bâtir un rapport de force vis-à-vis Ottawa pour justement rendre le Québec préserver son autonomie en tant qu'État en devenir, OK? Et là, Jean Lesage, son premier mandat, c'était Georges-Émile Lapalme qui avait écrit le programme avec Maître Chéneau qui était de Lionel Groulx et bon les plans de développement économique, etc. Donc on était dans le prolongement et puis quand Daniel Johnson arrive, là on a une montée en puissance. Le Québec, comme État, se dresse face à l'État canadien. Et puis là, on a Pierre Elliott Trudeau qui vient dire fini les folies. Parce que il avait compris que cette folie-là de montée en puissance de l'État du Québec menait à la rupture du cadre constitutionnel, aussi simple que ça.
OK? C'était du sérieux, là. Ouais, c'était. Là, on était dans la vraie game avec du monde qui avait une doctrine d'État et avec du monde qui avait une intelligence politique assez pour fermer leur gueule, puis bâtir, puis faire ce qu'il fallait faire pour viser l'indépendance, OK? Puis même qu'elle n'était pas nommée. Mais elle va être nommée au moment où Daniel Johnson arrive dans le prolongement de l'action de l'Union nationale, puis un peu du Parti libéral, première mouture avec l'équipe du Tonnerre. OK? Et là, il va arriver avec un petit livre de 125 pages, égalité ou indépendance. Et là, on arrive à notre droit à l'autodétermination. Dans ce livre-là, Daniel Johnson, il dit, voici comment on s'est constitué en nation et en État. Et là, il revient sur l'Union nationale, l'autonomie qui a mené au droit à l'autodétermination. Et le droit à l'autodétermination ouvre la porte à l'indépendance. Maintenant, lui... Ouais. Oui, et là, il est décédé, puis on sait même pas de quelle façon. C'est ça. Écoute, il a poussé avec ses cartes qu'il avait en main, là, il les a poussées au maximum parce qu'on voit avec sa disparition comment on passe, mettons, du général de Gaulle, son grand chum, au Bill 63 sur le libre choix avec l'autre qui va prendre la chefferie. Regarde. OK. Mais juste pour revenir, sa stratégie sur le droit à l'autodétermination, lui, il disait, c'est acquis pour le Québec, sauf que ce n'est pas effectif. Et pour que ce soit effectif, c'est le volet indépendance de sa proposition. Non, le volet égalité. Égalité ou indépendance. Sa stratégie, c'était dans une confrontation avec Ottawa. Si il se faisait pas connaître comme un État d'égal à égal. C'est le fondement de son affaire. Égal à égal. Égal à égal voulait dire que Ottawa allait reconnaître que le Québec est une nation et que le Québec est un État. Okay? Donc, Ottawa avait plus d'affaires avec les compétences du Québec. Ben, c'est-à-dire que nous autres, on est une nation, on est un État, et si vous voulez être dans l'esprit de la Confédération, gars, on ramasse les pouvoirs qui concernent tout ce qui peut être déterminant pour le destin de cette nation-là, son affirmation, son épanouissement économique, etc., etc. Il ramasse ça tout. OK? Il ramasse ça tout dans le cadre d'une confédération. C'était la proposition égalité. Et là, pour arriver à imposer ça, lui, il savait qu'il y avait Trudeau devant lui. OK? Ouais. C'est pas du monde qui allait à sa place publique pour faire des débats des selfies, ouais. Tu comprends-tu? Non. C'était, voici comment qu'on va engager le Canada dans la dynamique politique. Alors, à cette époque-là, en 66, 68, 69, t'en vas vers 70, il y a une montée de la fierté québécoise, le nationalisme prend du costaud, etc. Alors donc, lui, ce qu'il disait, on va leur dire, regarde, on va discuter, mais pour discuter, faut que vous nous reconnaissiez égal à égal. Les deux peuples fondateurs, nous, on a notre nation, notre État. Alors, ils savaient très bien que le Canada de Pierre Elliott Trudeau... jamais ça. Non, puis on a des déclarations aussi à l'effet que, c'était un dénigrement du Québec total, à savoir si c'est une nation ou un État, là, OK? Il y avait un mépris, mais vraiment, là, jusqu'à plus capable. Bon, grosso modo, lui, c'est ça, lui. Il dit, gars, il dorme pas. Et donc, tu sais, puis oublie pas que dans ce contexte-là, l'indépendance au Québec est à 10%, puis que pratiquement la grande partie de son caucus est contre lui, OK? Alors, il est obligé de jouer à partir de ces marges de manœuvre-là. Mais, il dit, si, quand Ottawa va dire, vous autres, les Canadiens français, vous existez pas, votre Québec, etc., là, il allait avoir, il se faisait claquer à la porte, OK? Et là, ce qu'il prévoyait, c'est qu'il
qu'il allait avoir une réaction très forte au Québec pour dire « Ah, c'est ça le Canada! » OK? Ouais, c'est ça. Et là, il allait faire un référendum. Sais-tu sur quoi? Ouais. Sur le droit à l'autodétermination, qui repose sur quoi? Qui repose sur le fait que t'imposes, OK? T'imposes, tu négocies pas, t'imposes la reconnaissance de ta nation et de ton État. Et là, le référendum a reporté là-dessus. Là, lui aurait dit, pensez-vous que les Canadiens français forment un des peuples fondateurs, une nation, Le monde, il disait que dans ses prédictions là, stratégiques, il y avait un appui de 80% là-dessus, sur cette étape-là, l'étape où on fait reconnaître notre droit à l'autodétermination. OK? Il a vraiment bien fait son travail, lui, en tout cas. Ben non, mais c'est parce que lui, il y avait une doctrine d'État qui venait de Lionel Groulx. Et puis, celui qui a été à la direction de la rédaction de cette petite plaquette-là, qui si jamais vous mettez la main dessus, vous allez dans vrai game avec ça. C'était nation, État, droit à l'autodétermination, etc. La stratégie pour y arriver, c'est très clair, OK? C'est pas des milliers de pages. Fait que, lui, Paul Grosdaillon. Oui? C'est ça. Parce que moi, je veux pas qu'on se laisse, là, sans que tu fais une espèce d'explication de c'est quoi le temps long, là, parce que je fais... Ben, c'est ça, je te dis, regarde, le temps long, c'est que d'où origine ta poussée vers la souveraineté, puis où apparaît tranquillement l'autonomie et le droit à l'autodétermination, puis dans l'étape, on doit arriver à la conclusion que dans la stratégie de Daniel Johnson, cette étape-là de la reconnaissance effective du droit à l'autodétermination, c'était là que se jouait le match. Après ça, les souverainistes des années 70, eux autres, le Canada, regarde, on a-tu une idée du Canada dans notre histoire, tu sais? Comme État démocratique idéal. C'est pas mal clair, là. Ouais, c'est ça. Mais eux autres, c'est un déni de réalité par après. Et donc, quand t'es pas dans la réalité, puis que t'as un projet politique de fendre un pays du G7 en deux, y a pas de surprise si tu te résumes d'un cul-de-sac 40 ans plus tard, là. Tu comprends? Exactement. Okay, c'est depuis ce temps-là que ça dure comme ça. Mais là, moi, je veux te ramener à une chose. Je veux te ramener au fait que, tu dis que le Bloc, il y a des dossiers sur lesquels il peut se jouer, des dossiers stratégiques pour faire bouger les choses. Ça serait quoi? C'est ça. Pour le Bloc, là, dans le moment. C'est ça. Pendant qu'ils ont des fixations sur l'argumentaire du Grand Soir, tout ça, les dossiers pour créer une dynamique politique, pour vraiment illustrer que le Québec, il est pogné dans un carcan, puis il est limité dans ses capacités de mettre en valeur ses richesses, puis garantir les assises culturelles qui vont lui permettre d'exister comme nation. Alors donc, et là-dessus, ils font un peu de la surface. Mais un dossier qui est intéressant, puis qui pourrait créer une dynamique politique, puis péter la ballonne des fédéralistes, c'est celui de la péréquation. La péréquation. OK? Alors donc, pourquoi? Parce que, écoute, la péréquation, c'est le ciment. OK? On va tu sais, tantôt, j'étais avec Duplessis, l'autonomie, il s'est battu parce qu'on s'était fait arracher les impôts durant le temps de la guerre, les impôts directs, puis lui, il voulait les récupérer parce que sa ligne, c'était les impôts sur la liberté. OK? Bon. Alors donc, la péréquation, elle a été mise en place pour compenser la perte de revenus des provinces et du Québec, OK, par rapport aux impôts directs. OK, donc la péréquation vient de là, OK? Et là, l'Alberta, le Parti conservateur unifié de l'Alberta, il y a des élections en 2019, sont à 70% dans les sondages, avec une proposition. Faire un référendum, OK? Celle-là leur doit à l'autodétermination. va être effectif là-dessus. Faire un référendum sur la péréquation. C'est-à-dire, ils veulent plus, eux autres, fournir, là. Ben non, m'a dire pourquoi. OK, m'a donné deux chiffres très simples, OK? Parce qu'ils sont en train de faire leur argumentaire. Ils disent, de 2007 à 2015, le transfert net vers Ottawa
de l'Alberta, 2007 à 2015, 221 milliards de dollars. Okay? 221 milliards en 8 ans. Oh oui, c'est ça qu'ils disent. Ils documentent, etc. Puis il dit, ça s'en va pour que le Québec se paye donc tes programmes, luxueux, qu'eux autres même se payent pas. OK? Et là, les deux derniers budgets, c'est un déficit de 10 milliards, là, son déficit de 9 milliards, perspective de déficit zéro, gars, oublie ça. Le bureau parlementaire du budget à Ottawa dit que l'Alberta n'est pas un État viable parce qu'ils sont en train de gonfler leurs dettes. Ils ont commencé à 15 milliards et là, ils sont montés, ils s'en vont vers le 100 milliards. Et là, ça finit plus. Alors, soit que pour régler leurs problèmes de déficit, soit qu'ils coupent les programmes, ça se peut plus, ou qu'ils montent les taxes. Regarde, va-t'en l'Alberta, puis essaie de te faire élire avec un programme de monter taxes de 10 milliards pour résorber le déficit. OK? T'es mort. Alors donc, eux autres, leur seul game qu'ils peuvent jouer, OK, c'est la péréquation. Il faut y mettre fin, etc. C'est là que le Québec, le Bloc, pourrait, en prenant tous les paramètres du problème financier, OK, dire, oui, on va être dans le camp du oui, si, en enlevant la péréquation, on récupère l'impôt direct, et tout ce qui tourne autour, et là, faut comprendre que tu viens de faire mal à Ottawa, pas à peu près, moi dire pourquoi, parce que les impôts directs, quand Ottawa s'est emparé de ça, c'est devenu son premier poste de revenu. Et c'est à partir de là que ils ont envahi les juridictions du Québec, entre autres, OK? C'est devenu leur premier poste de dépenses. OK? Alors donc, si tu t'entends avec l'Alberta pour dire on le rentre dans le corps, tu récupères ça, tu viens de faire évoluer le rapport de force entre Québec et Ottawa d'une manière favorable au Québec. Parce que là, tu débarrasses de toutes les compétences et là, tu te développes et ça, c'est une dynamique de rupture. OK? Deux États qui se développent en... bye-bye. Alors, pourquoi le Bloc ne veut pas pousser à fond des dossiers comme ça? Parce que, pour eux autres, ils sont dans la logique référendaire, dans l'argumentaire, et donc, là, on serait en train de dire, on va mieux faire fonctionner le Canada, donc ça va nuire à notre argumentaire pour le référendum. Alors que... Sacrifice. C'est-tu la raison principale des conflits au Bloc québécois, ça? Oui, c'est parce que des deux camps, ils sont pas à niveau. Comme ce dossier-là, qui est, ça vient de sortir cette année. Hey, c'est quelque chose. Ça devrait être maîtrisé, là, jusque, tu sais, de savoir qu'est-ce que ça veut dire si on ramasse les impôts directs, on sort à Ottawa avec le levier de l'Alberta. C'est quoi ce game-là, là? Tu comprends? Eux autres, l'Alberta, ils en ont rien à foutre du Canada de Trudeau. Donc, c'est ça. Exact. Donc, ça veut dire actuellement, Madame, j'oublie son nom. Ouellette. Madame Ouellette, c'est ce morceau-là qu'elle a pas compris. Non, parce qu'elle a dit, elle l'a exprimé clairement, elle a dit, on peut pas faire des dossiers où on va avoir l'aide de améliorer le Canada. Okay? Alors mais c'est pas améliorer le Canada, ça, madame. Non, mais, non. Ça, oui, mais logiquement, si t'es dans la logique référendaire, oui, t'améliores le Canada. Okay. Mais si t'es dans les stratégies d'État, non. OK? C'est une fait exploser. Ben, c'est ça que c'est. OK? Alors, redresser le Québec, je ne sais pas combien il reste de temps. Je vais vous dire ça dans la seconde. On est dans le temps long, mais... Je sais pas si on l'a assez, il reste 15 minutes. Là, mais... Hey, bon, c'est bien, ça. Rentrez-moi dedans, là. J'ai fait... Non, ben, écoute, c'est ça. Là, c'est l'argumentaire, c'est la stratégie, c'est le dossier stratégique. Tu disais tantôt, il y avait peut-être la dévie aussi. Ben oui, la dévie, c'était une autre chose. Bon, la dévie, ils l'ont fait en surface, tu sais. Oui, on n'a pas eu notre part, tout ça. Mais c'est pas ça, la dévie. La dévie, là,
les malheurs de la DV, vois-tu? C'est qu'à chaque fois que tu arrives à une élection au Québec, ça va mal, on coupe les postes, puis là, ils sortent la main, puis là, il y a 100, 200 millions du Québec qui tombent dans leurs mains, OK? Bon, le malheur de la DV, c'est, dépendre des contrats du fédéral, 2, qui est Ottawa sous contrôle de Irving, Chantier Maritime, qui est le compétiteur et qui, au travers des années, a même emmené des gestionnaires de Irving pour prendre faire la gestion de Davy. Tu comprends? Alors, c'est de la folie furieuse. Au travers de ça, s'infiltrent des aventuriers, des pirates, tu sais, puis qui viennent, puis que ils créent des conditions pour qu'il y ait des faillites en répétition. C'est ça là. C'est ça là. Oh, et là, pour nous enlever les contrats puis exactement. En 2011, quand ils ont fait la répartition des gros contrats, le ministre responsable, c'est le ministre du comté dans lequel est la DV. Et la DV, il y a eu 0. On était avec une première mise de 35 milliards. Puis là, on s'en va vers le 100 milliards. OK? On est encore à moins de 1% de ça. Alors, tu sais, quand le monde sont là puis ils disent on veut quitter une coupe de 100 emplois, c'est un manque d'envergure. Pour donner... C'est ça. C'est ça. Tu sais, parce que là, moi j'ai passé plusieurs heures avec quelqu'un qui était directement pendant des années là présent sur le chantier, m'a expliqué tout. Bon, je résume ça simplement pour les gens qui nous écoutent, ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est comment t'écartes Ottawa, puis le monde de la DV, puis les petits crosseurs infiltrés. OK, ça prend une stratégie d'État d'envergure. Pourquoi? Ouais. Parce que le chantier maritime de la DV, c'est la construction navale au Québec. Or, on est le mieux, le mieux en capacité de développer une filière dans ce domaine-là, industriel, qui se rapprochait de l'importance de la filière aéronautique. Et là, il y a eu une proposition pour ça. Alors, cette proposition-là, c'était que il y a un armateur grec, un gros joueur. OK, il faut savoir que les armateurs grecs, c'est 20% du trafic maritime mondial. C'est des gros joueurs. Lui, il arrivait avec une proposition de 4 milliards de contrats pour entretenir, construire des bateaux de flotte d'armateurs grecs. Il y en avait 50 dans le carton. Alors donc, ça a été proposé et saboté. Alors donc, c'est quand le Bloc parle de la DV, c'est pas, on n'a pas eu notre 100 millions, notre dossier, puis il faut sauver le job parce que les autres devraient avoir une perspective beaucoup plus large, puis inciter s'occuper du saboteur, le dénoncer, le tasser de là, puis c'est ça. Alors, c'est ça qu'on n'a pas fait. OK? C'est ça qu'on n'a pas fait parce que mais Jean-Claude, comment est-ce que le Parti québécois peut récupérer ça, lui, ces dossiers-là? Ben, c'est l'État du Québec. Tu comprends? On a, regarde, c'est incroyable. Dans les années 50, comment on a, regarde, Maurice Duplessis, dans les années 40, 50, aller jusqu'à 60, OK? Maurice Duplessis, quand on dit la nationalisation, l'Hydro-Québec, etc., l'Hydro-Québec, c'est une entreprise qui est incorporée en 1944 par Godbout. Il perd le pouvoir. Fait que le Godbout, il a fait une compagnie sur papier. En 1960, l'Hydro-Québec vaut 1 milliard d'actifs. 1 milliard d'actifs en 1960, c'est une méchante grosse entreprise. Qui a fait ça? Hein? Ben oui. Énorme. OK. Alors, quand ils disent, il y a eu Godbout, puis après le Sage, l'Hydro-Québec, c'est ça. Non. Quand ils nationalisent le Parti libéral, l'hydroélectricité, l'Hydro-Québec, c'est un costaud. OK? Et il peut prendre charge. C'est tout. Alors, bon.
Alors donc, ce que je te dis, c'est vraiment des hommes d'État. Exact. C'est quoi qu'on a, là, à cette heure, là, au pouvoir, là? C'est incroyable. Sa stratégie à Maurice Duplessis, ce n'était pas de nationaliser les compagnies. C'était, premièrement, il avait, par réglementation, limité leur capacité d'exploiter des rivières de plus que 300 chevaux. Ça veut dire des ruisseaux. Fait qu'eux autres, puis ces compagnies-là, ils étaient tout croches. Et puis là, il commençait à perdre de l'argent. Lui, il vidait l'expertise de ces compagnies-là pour les amener à l'Hydro-Québec. OK? Ouais. Fait qu'après ça, il leur faisait une offre d'achat de leur action. Alors, il les avait à rabais. C'est ça l'affaire. Quand on dit Duplessis, hein, il était une marionnette des grandes entreprises américaines. Regarde, on l'a tellement décrié. On l'a diabolisé. OK? Diabolisé. Ouais, c'est ça. Alors, quand on est dans la montée, le développement, la genèse des capacités des assises d'un État, on prend juste des faits et on réalise que, gars, c'est un rôle déterminant qu'il a joué. Et donc, je reviens avec la dévie parce que si t'as quelqu'un au pouvoir, que ces visions-là, écoute, tasser ce monde-là, c'est une affaire de rien. OK? C'est une affaire de rien. OK? Puis, gars. Est-ce qu'ils sont, ce monde-là, aujourd'hui? Ouais, ils sont où? On parle, regarde, au Parti québécois, on a dit un État fort pour la nation. Hein? Ils nous disent aussi que eux autres, c'est zéro slogan. OK? Alors, dans quelle mesure il y a là une culture d'État où tu vas agir avec envergure? OK? Entre autres, on nous propose une constitution à partir de pas une constituante ou un paquet de zozos vont venir se tirer aux cheveux pour des insignifiances. Sa proposition, c'est une commission parlementaire élargie, puis on galope dans la province, puis on revient, puis on a peut-être 30, 40 articles, puis merci, bonjour, voilà une constitution. Une constitution, c'est de préciser les principes d'unité politique d'un État, là. C'est pas une liste d'épicerie pour la gauche, là. OK? Alors donc, c'est ça. Alors donc, est-ce que par rapport à la filière de la construction navale au Québec, ils peuvent se dire, à partir des moyens qu'on a, regarde, comme la caisse de dépôt, au lieu d'investir dans le train, là. Veux-tu que je te termine sur le train? Ah oui, donc? OK. Donc, le REM, il y a 2 jours, dans le Devoir, il y a un bonhomme qui écrit une lettre, puis il savait ce qu'il faisait. Ils ont tout mis en place pour que il y ait une privatisation de nos réseaux de transport premièrement, par la loi qu'ils ont faite, OK? Et qui exclut pas que la caisse de dépôt se débarrasse de ce projet-là, et que ça soit pris après par des capitaux peu importe de où, puis qu'on soit pogné pour 100 ans à se faire saigner avec des tarifs qui montent, et les conditions qu'ils ont faites sont telles que il n'y a pas de possibilité de développer un plan de transport intégré pour l'Est. Tu comprends? Alors, parce qu'ils rabattent les clients sur le réseau pour emmener de l'achalandage pour que ça soit rentable. C'est ça. Alors, la caisse de dépôt là-dedans, les grosses chances, c'est que ça serve de front à la privatisation de notre réseau de transport. C'est épouvantable. C'est en train de se passer en France aussi, là. Ben oui, mais c'est ça, là. C'est le bon, même manœuvre à l'arrière, OK? Même politicien complètement vendu, prostitué, total. Tu comprends ça? C'est ça que c'est. Alors, c'est là qu'on est. C'est là qu'on est. OK? Fait que le grand capital, c'est eux autres qui mènent, en arrière ou au-dessus de la politique. C'est ça. Ben oui, les autres, c'est des marionnettes, OK? C'est des marionnettes. Alors donc, ça prend quelqu'un qui prend le pouvoir, qui est très ancré sur les intérêts de la nation et de l'État du Québec. Et puis là, dans le cas du REM, si on regarde Legault, c'est la même Poutine. Legault, c'est leur marionnette. Non, mais Legault, là, faut comprendre, puis on va l'illustrer un autre tantôt. Legault, c'est un pion
des mêmes réseaux affairistes qui contrôlent le Parti libéral et il y a zéro couille pour nettoyer la corruption, collusion dans l'État du Québec. C'est François Legault, c'est du nationalisme d'apparence, mais sans substance. C'est du bleu poudre aux yeux. C'est ça, François Legault. On va régler son cas un autre tantôt, mais pensez, oubliez ça là. Vous pensez que le parti il a de recruter mais la sacoche. Tout ça va venir en temps et lieu parce que. donc si je te suis bien, puis nos auditeurs t'ont bien écouté, c'est la définition de Legault actuellement, ce n'est qu'une personne affairiste. De Legault? Ouais. Ouais. Affairiste, profiteur, finalement. Non, mais gars. Opportuniste. Voilà, c'est ça le beau mot que c'est ça, plus qu'opportuniste. Regarde, t'es plus dans complicité. Pourquoi? Parce que les circonstances de sa démission. Ah, oui. Okay. Il est parti du Parti québécois parce qu'il était pas content qu'on le remette à sa place. Puis là, il s'est mis comme mandat de détruire le Parti québécois de toutes les manières possibles. Ça, c'est avec, puis de l'autre côté. La vraie raison de son départ, c'est qu'il y avait un dossier scandale sur les fières du Lac-Saint-Jean où était impliqué son ami Charles Sirois et il a pas voulu pousser ce dossier-là. Donc, il a fait le choix de protéger son ami plutôt que défendre le bien public. C'est ça, là. Puis son ami, il a fondé la CAQ. Avec celui-là? Oui, vas-y, Céline. Son ami a fondé la CAQ, ça a été la compensation qu'il a donnée. Co-fondateur. Charles Sirois est co-fondateur de la CAQ. Je l'admets, sauf que j'avais jamais vu ce discours-là à l'époque que j'étais à la CAQ, j'avais pas vu ce discours-là. Ah non, mais c'est ça, tu vas voir. Regarde, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, je sais qu'à la CAQ, au départ, moi je parle à l'époque de Mario Dumont, je parlais pas de la DQ à l'époque, excusez-moi, mesdames et messieurs, je viens de vous mélanger. À l'époque de l'ADQ, je sais qu'il y en a beaucoup d'approches de libérales connues, je vais appeler ça, qui ont été poussées de la main, là. On n'en voulait pas, puis on se battait contre eux autres pour pas qu'ils rentrent. Il arrivait avec le chèque, là, il y avait le chèque des mains, puis l'argent dans l'autre main, puis il dit, garde, vous n'avez pas le choix, vous avez besoin d'argent. C'était Sylvie Roy qui était là. Elle, là, les libéraux, elle avait un très bon point de vue sur l'étendue de la corruption qui s'exposait à ce régime-là. Alors, elle. Tu vas pas te compromettre avec ça. Alors que l'autre, c'est les trois principaux ministres du Parti libéral, c'est des caquistes. Eh bien, c'est déjà tout. Il nous reste rien qu'une petite minute. Si vous voulez faire une conclusion, allez-y. Vas-y, Jean-Claude, là, ça nous prend quoi, là, d'ici, on va te réinviter, là, faut continuer ça, sur les élections. C'est ça. Ben, regarde, si on considère, qu'est-ce qu'on a dit, là, CAQ, Parti libéral, qui est capable de gouverner un État, pas des idéalistes de Québec solidaire, là, gouverner un État, là, c'est ça. L'enjeu de 2018, c'est qui va contrôler l'État au profit de qui, et il y a juste un choix véritable. Quand même qu'on dirait qu'on a tous des reproches à faire au Parti québécois, c'est le seul choix véritable. Ils sont revenus sur le thème de l'État et de la nation. Alors, regarde, bon, ben, ça ouvre la porte à la prochaine émission qu'on va faire bientôt avec toi. C'est ça. Mais faut commencer à se mettre derrière le Parti québécois. C'est le seul choix. Eh ben, on y va, puis regarde, on arrête de chercher l'idéal, là. On est dans la réalité, là. Faut être dans c'est ça, exactement. On se met plus dans la réalité, là. C'est ça. D'ailleurs, le défi du mouvement souverainiste, c'est le défi du réel. Alors, Jean-Claude, merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. À chaque fois, là, les auditeurs sont vraiment contents de savoir que tu t'en viens. Puis, on se reparle pour fixer une date pour bientôt. Oui, OK, parfait. Ça va me faire plaisir. Ça fait plaisir, moi aussi. Bye. Salut tout le monde. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.